Bienvenue dans For Good, l'émission dédiée à la transformation de votre entreprise. Un rendez-vous résolument concret grâce au partage d'expériences de pionniers du business à impact. Et comme à chaque fois, j'ai à mes côtés Thomas Brozard, directeur Perma Entreprise de Norcis, également coprésident du mouvement Bicorp en France. Salut Thomas. Bonjour Alice. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Robert-Velu, directrice générale des activités d'Expansions. Bonjour Sophie. Bonjour. Également avec nous Éric Duverger, fondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Bonjour Éric. Bonjour. Et avec nous aussi Mathieu Dardaillon, cofondateur de Ticket for Change. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les trois et merci d'avoir répondu présent. Aujourd'hui, on s'attaque à une question clé pour les entreprises engagées. Comment un leadership orienté vers l'impact peut-il renforcer la santé économique de l'entreprise? Grâce au retour d'expérience de nos invités, nous verrons comment conjuguer impact et performance tout en explorant les compétences du leadership nécessaires pour y parvenir. Comme à chaque fois, vous retrouverez notre séquence top et flop. Et aujourd'hui, nous mettons en avant un dirigeant ayant réussi à lier objectifs mesurables de rentabilité et impact positif. Nous reviendrons aussi sur un contre-exemple. Et puis, dans le Good to Know, on parlera du leadership sans ego, un trait déterminant pour ceux qui entendent faire avancer leur organisation dans une démarche d'impact. Et Thomas, on te laisse ouvrir le bal avec ton édito. Dis-nous pourquoi le leadership impact devient une nécessité. Alors aujourd'hui, leadership impact, j'aimerais parler d'une forme de leadership plus éthique aussi et surtout parce que je pense que ça devient une absolue nécessité pour que les entreprises soient performantes à l'avenir. Pourquoi ? Parce que déjà, on voit bien que le monde évolue de façon très complexe. Il est de plus en plus difficile de piloter les entreprises parce qu'on est percuté par des conjonctures, par des contextes qui sont de plus en plus difficiles à analyser. Et le monde économique dans son ensemble, d'ailleurs, est face à de fortes évolutions. C'est pour ça que le concept du leadership et le rôle que doivent jouer les dirigeantes et les dirigeants est, je pense aussi, en forte évolution pour répondre à de nouvelles attentes. D'ailleurs, le dirigeant, tel qu'on l'a entendu historiquement, qui donne des ordres, à mon sens, n'a plus vraiment lieu d'être dans les entreprises de demain, parce que les attentes aussi des personnes qui sont à diriger sont différentes. Elles ont envie d'être plus impliquées, d'être plus considérées. On y reviendra d'ailleurs plus tard dans cette émission. Et je pense donc que de nouvelles formes de leadership feront appel à d'autres postures de personnes qui se mettent au service des collectifs plutôt que de vouloir les contrôler. Ce qui appelle donc à la nécessité de trouver un savant équilibre entre charisme et humilité. Et ça, c'est sans doute quelque chose d'assez difficile à obtenir. Alors, ce leadership à impact positif ou ce leadership éthique, il se distingue par une capacité à inspirer, à motiver des équipes pour atteindre les objectifs, mais plus seulement financiers, aussi pour pouvoir répondre à des enjeux sociétaux, à dépasser la simple quête du profit. Là où les individus, notamment, se sentent plus valorisés, encouragés à contribuer de manière significative à l'atteinte des objectifs qu'ils partagent. Ce leadership repose donc sur des valeurs telles que l'empathie, la transparence, l'intégrité, l'exemplarité, et puis sans doute un certain sens de l'intérêt général pour dépasser l'unique quête financière. Et tu peux nous donner des exemples ? Alors oui, évidemment, on peut penser à des exemples comme celui de Paul Polman à l'échelle internationale qui a eu un rôle important dans l'évolution d'un géant comme Unilever pour tendre vers des modèles plus durables et aussi en ayant une approche vis-à-vis de ses équipes qui faisait écho à ce que je viens d'évoquer. Un autre cas très emblématique est celui d'Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, qui lui a mis toute l'entreprise au service d'une cause qui est la préservation de la planète et évidemment le faire en donnant un sens bien particulier à l'implication des équipes dans le développement de l'entreprise et de la marque. Si on revient en France, on pourrait évoquer Emmanuel Faber, qui a conduit un projet ambitieux de transformation du groupe Danone, avec des succès divers, mais en tout cas, et de façon reconnue, avec une envie de mettre toute son entreprise au service d'un intérêt plus général que l'unique satisfaction des actionnaires, et c'est sans doute en partie ce qui lui a joué de mauvais tours. Je pourrais aussi évoquer Isabelle Kocher, qui a été pendant 3 ans la patronne d'Engie, ou plus récemment Christelle Edeyman de Orange, qui est en train de mener un projet visant à faire de l'opérateur le leader français de la circularité et aussi du numérique responsable.
Alors ces leaders, voilà, ils montrent qu'il y a d'autres possibilités pour eux de répondre à des attentes multiples, aussi bien celles des actionnaires, mais aussi celles de la société. Et c'est pour ça qu'on va creuser ce sujet aujourd'hui. Et alors pourquoi ça devient une nécessité justement? Eh bien parce que dans ce monde en mutation, on voit bien qu'il y a de grandes difficultés rencontrées aujourd'hui par le monde économique. Je pourrais citer notamment les attentes des nouvelles générations qui débarquent sur le marché du travail et qui semblent avoir des attentes en matière de management très différentes où, à mon avis, le leadership traditionnel ne fonctionne plus. Un refus de certaines formes de hiérarchie, une volonté de plus forte autonomie, de sens, de quête de sens dans le travail fait que les leaders d'aujourd'hui doivent adopter de nouvelles postures. Et je ne parle même pas des quêtes de durabilité, des enjeux climatiques notamment qui montent aussi très fort chez les nouvelles générations. Voilà pourquoi ce leadership éthique à impact positif me semble faire appel à une vision beaucoup plus globale des enjeux de l'entreprise et donc ne plus répondre uniquement aux enjeux financiers, les gains immédiats qui ont été très longtemps recherchés par les dirigeantes et les dirigeants. Prenons juste 2 chiffres pour exemple qui sont d'ailleurs très récents et sur la France, qui à mon sens en disent long sur ce point-là en particulier. C'est une augmentation de 25% des démissions en 2023 au sein des entreprises et sur 3 ans une augmentation de 40% de l'absentéisme, ce qui en dit long sur une forme de souffrance au travail. La santé mentale est d'ailleurs beaucoup évoquée en ce moment et donc je pense que des leaders empathiques, sincères, intègres, en donnant du sens au travail peuvent vraiment aider à faire que demain les entreprises auront une meilleure performance parce qu'une meilleure stabilité des équipes, moins de turnover et donc une capacité à délivrer les projets de façon plus stable. Voilà pourquoi on a voulu faire de cette émission une émission dédiée aux nouvelles formes de leadership et que je suis ravi qu'on puisse accueillir aujourd'hui Sophie, Eric et Mathieu pour l'aborder. Sophie, petite question pour rebondir sur cet édito. Qu'est-ce qui, selon vous, ne fonctionne plus dans le leadership dit traditionnel? Bonne question. Moi, pour réagir déjà, je trouve toujours effrayant de voir à quel point les exemples de leaders qu'on a sont quasiment exclusivement masculins. Donc il y a un premier message qui est de se dire... on a un petit problème de capacité à donner de l'espace à la diversité d'ailleurs dans son ensemble et pas exclusivement sur les genres, mais aussi sur les provenances, les origines sociales des gens. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui perdu quelque chose par rapport aux années 60-70. Moi, je me souviens, j'ai fait une école de commerce et quand j'y suis rentrée, on me disait il y a 4 fois moins de fils d'ouvriers qui rentrent dans les écoles de commerce. Pour les femmes, ça a plutôt tendance à s'améliorer un peu ces dernières années, mais il y a vraiment un travail de diversité. Et pourquoi c'est important? C'est que je pense que dans le leadership aujourd'hui, finalement, on cherche des héros. On a beaucoup tendance à personnifier le succès d'une entreprise à l'aune de son dirigeant ou de son leader. Et on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera du bouquin que tu m'as fait lire, que j'ai trouvé super intéressant, parce que tout l'enjeu justement d'un leader qui veut modifier radicalement son entreprise et le projet de l'entreprise, c'est de le faire en collectif. Et donc, c'est pas tellement ce que lui va imprimer comme mouvement, c'est plutôt quelle méthode il va mettre en place pour que ça devienne un projet collectif et que ce projet lui survive. Donc, ce que j'aime bien chez Chouinard, justement, c'est qu'il a eu l'intelligence de se dire je fais en sorte que ma gouvernance soit claire et que quand bien même je ne sois plus là demain, il y aura une fondation qui sera le leader de mon entreprise. Et l'objectif de cette fondation est clair et je pense que ça a beaucoup motivé. J'ai rencontré pas mal de gens de chez Patagonia qui nous ont dit que ça les avait beaucoup motivés de savoir que ça survivrait aux fondateurs de Patagonia. Alors pour l'anecdote, en préparant l'émission et en faisant des recherches sur les leaders charismatiques, emblématiques, en effet, je suis tombé quand même sur énormément de profils masculins, donc j'ai dû faire une recherche spécifique pour identifier des profils féminins. Et par ailleurs, et ça c'est une curiosité qu'on pourra peut-être creuser, mais j'ai découvert des études qui tendaient à montrer que lorsque des entreprises ou des organisations étaient dirigées par des femmes, elles avaient tendance à avoir des impacts sociaux et environnementaux plus importants à périmètre équivalent que celles pilotées par des hommes. C'est donc peut-être un point à creuser pour l'avenir. Et Mathieu et Eric, quelque chose à ajouter sur le leadership à l'ancienne, traditionnel? Peut-être je vais juste faire un rebond rapide sur le leadership masculin, féminin et la représentativité. Chez Ticket for Change, donc c'est plus l'accompagnement des nouvelles générations, et notamment des nouveaux entrepreneurs sociaux et environnementaux, et il y a une majorité de femmes. Donc il y a 60 à 70% des participants chaque année qui sont des femmes, et donc c'est une super nouvelle. Elles représentent une nouvelle manière de faire, et donc après ça
Donc ça émerge, c'est là. Ah oui. c'est- Mais, voilà. mais si tu regardes le microcrédit, par exemple, le microcrédit, c'est 80% de femmes dans tous les pays qui sont en difficulté sociale ou de développement. Ouais. C'est des pays où la majorité des entrepreneurs sont des femmes. Et c'est d'ailleurs à elles qu'on prête plus. Mais dès qu'il s'agit de confier un capital à plusieurs zéros, on va dire, Exactement, c'est exactement. plus compliqué. Exactement. Donc, dans les grandes entreprises et dans les grands exemples, c'est souvent masculin, mais Ouais. je dis que Mm. peut-être ça bouge. Ah oui, oui, On n'entend pas, la forêt qui pousse, mais mais elle est là. voilà. Eric? Ouais, je dirais aussi, il faut peut-être aller plus loin que homme-femme. Enfin, on parle de style de leadership. Et on peut avoir une femme qui va très haut dans une entreprise avec un style extrêmement masculin. C'est pas forcément souhaitable. Et aussi, on a des leaders aussi qui sont des hommes et qui ont des leaderships qui sont beaucoup plus équilibrés. Donc, il y a sans doute aussi une réflexion à avoir à ce niveau-là. Allez, on passe au top et au flop. Et c'est parti pour le top et le flop. Et Eric, c'est à vous de vous y coller. Un exemple de dirigeant ayant réussi à allier objectifs mesurables de rentabilité et impact positif. Alors Thomas en a donné dans sa chronique au départ. Non, moi je voulais plutôt commencer par un flop. Et un flop, c'est une forme géométrique. Donc pour moi, c'est cette forme géométrique de la pyramide. En fait, on s'est installé dans les imaginaires sur ce type de leadership, donc un général d'armée qui est très descendant, avec un leader qui sera très dans le « tu dois faire ça ». Et donc pour moi, c'est complètement obsolète, donc c'est ça mon flop. Et donc mon top, c'est l'inversion de la pyramide, et donc un leader ou une leader qui se met en position de soutenir ses équipes, et plutôt dans une question de type « comment je peux t'aider à réussir ?» Voilà, donc c'est vraiment cette visualisation, moi, qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Donc voilà, mon top. Mais est-ce que vous avez des exemples? Alors, dirigeants. au niveau d'exemple, alors Ouais, parce que on a de la c'est vraiment chance. concret. On a de la chance ici, puisque sur ce plateau, on a Sophie avec nous, qui est un exemple de leader qui, nous, dans la Convention des entreprises pour le climat, nous a beaucoup marqué, qui est vraiment exemplaire. Et donc, qui est dans ce leadership, de ce qu'on peut sentir, qui est soutenant pour un projet d'entreprise, un projet collectif, et aussi qui est capable de donner du sens, de donner une vision. Il y a aussi cette idée d'avoir un coup d'avance dans ces leaders. Donc, on aura un témoignage de Sophie. Mais voilà, pour nous, voilà, ce serait un exemple de leader de demain. Et peut-être pour dépersonnifier un peu, parce que Sophie disait justement, on cherche toujours des héros. Et là, ce qu'on cherche peut-être à partager davantage sur l'émission, c'est des idées concrètes modèles. qui peuvent être appliquées. C'est que, en fait, évidemment, le côté très pyramidal, hiérarchique, semble être de moins en moins adapté aux attentes du monde moderne et notamment des nouvelles générations qui arrivent. Mais néanmoins, il y a des contre-exemples quand ils sont poussés trop loin, d'entreprises par exemple qui se veulent libérer, c'est-à-dire on supprime des strates hiérarchiques, on laisse les personnes s'autonomiser et se débrouiller toutes seules. Et là, ça peut aussi provoquer des dégâts parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de devoir se débrouiller tout seul, ne plus avoir de manager, avoir besoin d'un cadre. Et évidemment, tout est question d'équilibre. C'est sans doute ça qu'on va essayer d'aller travailler sur la séquence suivante dans l'émission. C'est quel est le bon équilibre entre un leader charismatique, un peu tutélaire, mais aussi une forme de libération des individus qui sont en dessous, qui ont plein de potentiel à révéler avec lui. Est-ce que ça vous fait réagir? Dans les tops, moi je réfléchis à Buurtzorg, qui est un exemple assez connu et qui a été ressorti par Lalou dans son bouquin Reinventing Organizations. Et en fait, c'est une boîte, je crois, qui est néerlandaise et qui avait un énorme problème de rentabilité, de modèle d'affaires qui ne fonctionnait pas du tout. Et c'était des réseaux d'infirmiers et d'infirmières de quartier. Et le truc était totalement désorganisé. Il y avait une énorme souffrance au travail parce que les infirmiers et infirmières avaient l'impression de pas vraiment bien servir leurs patients parce qu'ils faisaient du chiffre en fait. Donc ils allaient passer quelques minutes seulement chez chaque patient. Donc ils avaient la sensation de pas bien travailler. Les patients eux-mêmes se sentaient maltraités. Et de fait, en plus, le système fonctionnait pas très bien en termes de calendrier, d'agenda. Et donc globalement, ça perdait de l'argent. Et puis le leader de l'époque, c'est donner la possibilité finalement de faire redescendre les décisions et notamment les décisions d'agenda et d'organisation au niveau d'un quartier. Et donc il disait aux infirmiers et aux infirmières d'un même quartier, organisez-vous entre vous parce que vous avez l'air d'avoir des idées finalement pour mieux faire les choses et donc c'est pas moi qui vais vous attribuer vos patients, c'est plutôt vous qui allez vous organiser entre vous pour savoir bah tiens tu vas voir madame machin, en passant est-ce que tu peux déposer ça à monsieur bidule, etc. Et en fait en quelques mois il semblerait que l'organisation s'est affinée, le plaisir de travailler est revenu,
les gens passaient le bon temps, donc parfois très peu de temps, parce qu'il n'y avait pas besoin de passer beaucoup de temps chez un patient qui n'était pas en souffrance, et en revanche, passer un peu plus de temps chez un autre. La qualité est revenue aussi, et l'État a même été satisfait du service rendu. C'était une délégation de service public qui était rendue par cette entreprise-là. Et je crois qu'ils ont eu des notations de cotation en bourse incroyables après, etc. Donc, comme quoi, c'est un bon exemple à relire peut-être dans le détail. Je suis peut-être un peu trop floue, mais je trouve que c'est intéressant de se dire que des fois, tu fais redescendre le niveau de l'organisation sur les personnes qui vont souffrir ou subir cette organisation si elle est mal fichue. Et c'est de dire, organisez-vous si vous avez la solution finalement pour votre quotidien. Mais tu as un top, un flop? Oui, un autre exemple qui, moi, je trouve très inspirant, c'est le cas de Nexans, dont le PDG est Christopher Guérin. Et au moment où ce PDG arrive à la tête de l'entreprise, en fait, on pense que l'entreprise est en bonne santé, c'est-à-dire elle est en croissance économique. Mais en fait, elle est proche d'une OPA. Et ils décident de changer la manière en profondeur dont l'entreprise regarde la performance et la réussite. Et donc Nexans, c'est le numéro 2 mondial des câbles. Donc c'est une grosse entreprise. Et donc, ils ont changé complètement de modèle et ce qui est la réussite, au fond. Et donc, de dire que en fait, la croissance volumique, la croissance du chiffre d'affaires, c'est pas un bon indicateur par rapport aux défis du monde et à l'entreprise en elle-même. Ni, en fait, les parts de marché. Par contre, la profitabilité, c'est un bon indicateur. Et l'impact environnemental de l'entreprise, c'est un bon indicateur. Et l'engagement des collaborateurs, c'est un bon indicateur. Et donc derrière, plein de sous-indicateurs. Mais en tout cas, ils ont reconstruit un modèle autour de ce triptyque. Donc c'est le modèle E3. Et c'est un vrai modèle de résilience, en fait, de performance long terme. Et donc, en fait, ils ont resserré de 17 000 clients à 4 000 clients. Ils ont fait du moins mais mieux. Et ils sont allés au bout de ce modèle où ils ont retrouvé de la rentabilité, et au final, c'est le même exemple, en fait, un cours de bourse, en fait, qui a fait x4. Qui a fait x4. C'est quand même assez impressionnant en quelques années, tout en ayant une responsabilité écologique, environnementale beaucoup plus poussée, et du coup, l'engagement des collaborateurs qui a à la fois un impact positif et, on l'a dit, un levier, en fait, de ces transformations. On a besoin, avant tout, des collaborateurs pour les mener. Oui, peut-être pour creuser un peu sur le cas de Nexans et ces témoignages de Christopher Guérin, qui d'ailleurs donne pas mal de conférences. Donc le modèle E3, c'est réconcilier économie, donc les résultats économiques, l'environnement, l'impact environnemental et l'engagement des équipes. Dans son approche, il a une approche très innovante sur le dialogue social dans son entreprise. Il s'est tourné vers les syndicats, vers les représentants du personnel pour construire le projet d'entreprise ensemble. Il a fait ça dans tous les pays du monde. C'est quand même une boîte qui fait 8 milliards de chiffre d'affaires, 40 000 employés. Et donc cette approche justement du dialogue social et de mobiliser les équipes, ça c'est hyper innovant et ça a donné des résultats. Alors il se trouve que chez Norcis, on a un fonctionnement qui ressemble beaucoup à ce que tu viens de décrire, Eric. Et ce que je voulais ajouter aussi, peut-être pour nourrir les échanges suivants, c'est que très souvent, quand on pense leader, on pense aux directions générales, aux dirigeants, aux dirigeantes des entreprises. Et très souvent, eux-mêmes viennent du monde du business, de la vente. Souvent, ce sont des profils commerciaux qu'on fait monter au poste de direction générale. Chez nous, il se trouve que Mathilde Dury, notre DG, est une personne qui vient du monde des RH. Et comme par hasard, on a un fonctionnement qui est très centré sur l'humain, parce que son cœur de métier et ce sur quoi elle s'est construit, c'est l'épanouissement des individus au service du projet d'entreprise et de leur propre bien-être. Et donc, comme par hasard, on a un fonctionnement plus démocratique, on mobilise beaucoup les équipes dans la gouvernance. Et aujourd'hui, ça nous donne plutôt raison sur la stabilité et la pérennité de la boîte, même sa performance économique au regard du secteur dans lequel on est. Merci à tous les quatre pour ces exemples. On passe à notre débat. Et place à la discussion, alors que de nombreux secteurs sont affectés par un contexte économique défavorable et que l'engagement sociétal semble en baisse, les entreprises reconnaissent pourtant l'importance de la sobriété et de l'impact positif. Dans ce contexte, comment les leaders peuvent-ils naviguer entre impact social et performance économique tout en portant une vision inspirante et mobilisatrice? Rien que ça, c'est le thème de ce débat. Et j'aimerais commencer par une question pour chacun d'entre vous. J'aimerais que chacun d'entre vous définisse son style de leadership. Sophie. Élastique. Élastique. Ouais. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai participé à un séminaire d'intégration pour les étudiants de l'École supérieure de commerce de Paris
Bon, c'est plus que ESCP maintenant, c'est ESCP Europe, je crois que ça s'appelle. Mm. Et je leur ai parlé effectivement de limites planétaires et de comment notre entreprise se change. Et l'enjeu, c'était vraiment de leur dire, c'est pas parce que vous allez rentrer en entreprise qu'il va falloir enfiler le costume du connard dès le premier jour. Et c'était intéressant de voir qu'on leur faisait faire des business games un peu sérieux, etc., où on leur disait, voilà, vous faites partie d'un comité de direction, vous découvrez que votre entreprise de fast fashion emploie des Ouïghours dans un camp de travail forcé en Chine, que faites-vous ? Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'alors qu'ils avaient eu toute une journée sur les limites planétaires, l'éthique, etc., dans le game, ils ne pouvaient pas s'empêcher finalement de dire si je suis DAF, je vais dire que j'ai regardé les chiffres quand même, les Ouïghours, ça coûte moins cher que les salariés français. Oui, d'accord. Et puis si je suis directeur marketing, je vais dire oui, mais les Ouïghours, ils font plus de couleurs que si on le fait en France, il y a plus de choix, c'est mieux pour l'offre, etc. Et donc, à la fin de ces 3 heures de jeu, finalement, on se rend compte qu'ils ont intériorisé le fait qu'en entrant en entreprise, ils devaient enfiler un rôle qui était complètement à l'inverse de ce qu'ils avaient envie d'être et de faire. Donc, quand je passe après ça, en général, l'idée, c'est aussi de leur montrer qu'il y a des boîtes où on pense différemment et où on ne va pas leur demander d'enfiler ce costume du salaud. Et souvent, je leur cite une série de mangas que moi j'aime bien et qui est très lue par les jeunes d'aujourd'hui, qui s'appelle One Piece. Et en fait, dans One Piece, ce qui est intéressant, c'est que le héros est un gamin qui veut être roi des pirates depuis le départ. C'est sa quête, finalement, c'est son aventure. Et tu vas le suivre pendant quand même 1000 chapitres. Donc ça prend quelques mois de lire One Piece. Mais ce qui est chouette, c'est que moi, je l'ai lu en entier. Enfin, c'est pas fini, j'attends la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, il a des pouvoirs. Et il a un pouvoir particulier qui est qu'il est un homme élastique. Donc son corps, tu vois, si je veux te faire un guillis sur la barbe, je peux le faire, par exemple, si je suis... Je sens que ça te démange. Ouais, un peu, j'avoue. Et en fait, je trouve que ça, c'est un des critères qui va être nécessaire dans le leadership de demain dans une entreprise. Cette capacité à s'adapter à chaque changement, à avoir ce corps à mémoire de forme, en fait, et d'avoir une bonne résilience. Et au-delà de ça, c'est un capitaine super intéressant parce qu'il est absolument conscient de ses défaillances. Il est nul, il ne sait pas lire une carte de navigation quand même, donc ce qui est un problème quand tu es pirate. Mais il dit, mais moi je m'en fous, c'est pas mon rôle. J'ai pris la meilleure navigatrice qui soit en la personne de Nami et c'est elle qui dit où on va. Ensuite, il a Zoro qui est le meilleur sabreur, etc. Et en fait, cette capacité qu'il a à s'équiper d'un équipage qui a vraiment des compétences que lui n'a pas, et cette humilité qu'il a à dire, mais en fait, pourquoi vous m'emmerdez à me demander de savoir tout faire ? Je suis pas là pour savoir tout faire, je suis juste là pour vous guider vers l'aventure. C'est ça qui m'anime. Et je trouve que c'est intéressant, ce rôle modèle-là. Alors, tout le monde n'aimera pas les mangas et One Piece, c'est un peu particulier, mais si vous vous accrochez et que vous attendez peut-être 10 tomes, je pense que vous pouvez vraiment être mordu. Donc, Sophie est élastique. Et vous, Mathieu ? C'est une sacrée question. Je pense que je vais faire une réponse un peu en prenant un petit virage. D'abord, je pense qu'on vit une époque très singulière, avec un leadership qui s'est développé sur les 100 ou 200 dernières années et qui a permis un niveau de développement extraordinaire, jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et en même temps, aujourd'hui, on est en train de dépasser les limites planétaires et il y a des fractures sociales extrêmement profondes. Donc on sent bien qu'on est à la fin d'un modèle. Ce modèle-là, et on a tous ici été formés à ça en fait. On a été extrêmement bien formés à ce modèle-là. C'est un modèle de toujours plus vite, domination du vivant, domination des humains. Qu'on le veuille ou non, il est basé là-dessus et une compétition. C'est un modèle qui permet de la performance à court terme. Et là, on voit bien les limites de ce modèle-là. Et donc, ce que j'essaye de faire en tant que leader, c'est, avec plein d'autres, c'est à quoi va ressembler une nouvelle manière d'incarner un nouveau leadership. Un nouveau modèle, un nouveau paradigme, une nouvelle manière de faire et de diriger des entreprises vers une valeur plurielle, économique, sociale, environnementale, une création de valeur à long terme, un juste rythme, une régénération du vivant, une croissance des humains, faire confiance et permettre de révéler les talents de chacun. Et donc, on doit inventer ce nouveau paradigme-là. Et on doit l'inventer, pas intellectuellement, par des modèles très concrets. Et donc, moi, ma posture de leader ou ma manière de faire, c'est de faire émerger des leaders. Et je pense que c'est en donnant du pouvoir d'agir, en faisant confiance, et en révélant les talents et les potentiels,
du plus grand nombre qu'on peut inventer ce nouveau paradigme. Donc on vit une époque très singulière, on doit changer de modèle de société, les leaders ont un rôle à jouer, et ce que j'essaie de faire, je pense qu'un bon leader, c'est, au fond, que ce soit en entreprise ou plus largement, un bon leader, c'est le but ultime, c'est de faire émerger des leaders. Et vous, quelqu'un l'a fait pour vous? Ouais, absolument. Par exemple, quand j'avais... plusieurs personnes l'ont fait. Il peut y en avoir qui se trouvent autour de cette table. Mais quand j'avais 22-23 ans, j'étais au tout début de cette aventure Ticket for Change. Et puis une personne qui s'appelle Arnaud de Minibus m'a dit « Je crois en toi, je crois en ton projet ». Et ça a été déterminant. Et il m'a accompagné, mentoré et m'a donné du pouvoir d'agir, m'a fait confiance et nous a donné les clés pour accompagner le plus grand nombre. Donc la confiance, c'est essentiel pour faire émerger des nouveaux leaders. Eric? Alors moi, je dirais fédérateur, dans mon style de leadership que je suis encore en train de chercher, parce que c'est une évolution, ça prend toute sa vie. Je dirais qu'il y a trois clés que j'essaye d'actionner. La première, c'est de co-construire une vision et donc de donner du sens. Vraiment de donner envie, de se projeter, de combiner les énergies vers un projet commun. Donc voilà, le rêve, la vision... Il y a énormément de temps à passer dessus. C'est suffisant aujourd'hui? Alors, c'est pas suffisant. Donc, j'en viens à deux autres clés. La deuxième clé, je vais rebondir sur ce que disait Mathieu, c'est de potentialiser les personnes qu'on a autour de soi. Et finalement, le meilleur leader, c'est un peu comme un chef d'orchestre qui va s'effacer et laisser jouer son orchestre. Et finalement, à la fin, il bouge même plus. L'orchestre va jouer tout seul. Et donc, d'aller potentialiser chaque personne et trouver ses talents et leur permettre d'exprimer tous ses talents. Ça, c'est le talent du leader qui finalement s'efface. Un peu comme dans One Piece. Et puis, la troisième peut-être qualité, c'est le questionnement, l'humilité par rapport justement à son propre style. Parce que le monde bouge hyper vite, on est hyper challengé. Et des fois, on pense bien faire. Et en fait, on a fait une énorme connerie. Et donc, il n'y a pas de règles. Et en revanche, savoir à chaque fois se remettre en question, s'adapter pour le coup d'après, ça devient une qualité. Donc, c'est un peu l'humilité dans son propre style. Est-ce qu'il faut regarder aussi ce qui se passe à côté, ce que font les autres, est-ce qu'on s'inspire? Oui, alors là, je pense justement pour la vision, pour l'aspect vision, avoir un coup d'avance, ça fait vraiment partie du travail du leader qui doit aussi se ressourcer, regarder autour, qui ne doit pas regarder que son organisation, que son nombril. En fait, il y a vraiment un enjeu de se ressourcer et de s'inspirer, et quelque part de proposer une innovation, mais aussi en co-construisant avec les équipes. Ça, c'est fondamental parce que si c'est descendant, avec juste la vision d'une personne, c'est pas ça qui va emmener tout le monde. Tout ça va quand même demander à ce que ces individus aient une forme de sérénité incroyable, parce que pour appréhender les enjeux nouveaux, aller vers des caps ambitieux, innovants, en observant ce qui se passe autour, en libérant les équipes, ça demande à être capable de dégager une sérénité incroyable pour donner confiance, je pense, dans le projet. Et d'ailleurs, on l'abordera là juste ensuite sur le cas Expansions. Et toi, d'un mot, quel leader es-tu? Éthique, je l'ai dit, éthique, mais je pense que faire preuve d'humilité, donner la possibilité à d'autres de révéler leur potentiel et accompagner, guider pour réussir à atteindre les objectifs, plutôt que de chercher à être celui qui les réalise en exploitant finalement les ressources qu'il a à sa disposition, est une clé. Moi, j'ai été très frappé depuis le début de ma carrière par la capacité que peuvent avoir des leaders à être extrêmement calmes, y compris dans la tempête. Et ça, c'est pour ça que je voulais le mentionner également. Je trouve que ça donne beaucoup confiance en des temps qui n'y invitent pas beaucoup. Sophie, est-ce que vous pouvez nous parler de changements structurels que vous avez mis en place chez Expansions pour adopter une approche plus sobre, plus durable? Oui, en lien avec le leadership, déjà, il y a un premier truc qu'on a fait. Donc, nous, on a participé, grâce à Eric, à la première session, enfin la première caravelle, on va dire, de la Convention des entreprises pour le climat. Et il se trouve que Expansions était déjà assez engagé, puisqu'on a été déjà certifié Bicorp depuis 3 ans, je pense, quand on a rejoint la CEC. Et puis Jean-Paul, mon président et actionnaire, avait signé le pacte mondial de l'ONU en 2004, donc assez en avance. Et je pense que cette avance de phase nous avait au moins préparé à l'idée qu'il fallait revoir l'ensemble de nos activités, l'ensemble de nos impacts. En revanche, ce qu'on a découvert à cette occasion-là, en 2021, ça a été de se dire que les enjeux étaient plus des enjeux d'adaptation à ce qui n'allait pas manquer de s'abattre sur nous, et pas tellement sur une idée de « il faut sauver la planète », etc. C'est-à-dire que d'un coup, on s'est rendu compte que le coup était parti,
qu'il va être trop tard pour viser les moins 1,5 degré, et donc on va de toute façon se retrouver dans des temps extrêmement compliqués, avec beaucoup de tourments, de crises successives, que ce soit sur les approvisionnements en matières premières végétales, sachant que nous, on est dépendant à 97% à la biodiversité, puisqu'on se source quasiment exclusivement dans la nature. Donc, notre impact sur la Terre est fort, sur la vie de la Terre est fort, mais la chute de biodiversité va être très fort en impact sur nous aussi. Évidemment, sur la désorganisation des chaînes logistiques, on sait que ça va être un bordel, et je pense que le Covid a été un très bon exemple d'essai en fait, de à quoi ça va ressembler quand il y aura finalement plus d'hydrocarbures suffisamment accessibles à des prix accessibles. Le commerce sera beaucoup moins international, donc on ne va pas pouvoir aller se sourcer à l'autre bout de la terre pour fabriquer nos produits. Il va falloir réfléchir plus local, etc. Donc cette remise en question qui a été juste après finalement Covid et l'Ukraine, qui nous a aussi beaucoup touchés, on s'est retrouvé à se dire il faut non seulement revoir l'intégralité de nos externalités négatives, donc réduire le plus possible là où c'est possible, mais ça ne suffit pas. Et donc le gros de notre questionnement, il a été de se dire ça va être quoi le modèle d'affaires de notre entreprise dans un monde en effondrement. Et c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire on a accéléré très fortement tous les enjeux de décarbonation avec des gros investissements qui commencent là à être mis à l'œuvre cette année, sur changement du mix énergétique à l'usine, boucle fermée pour l'eau, histoire d'utiliser le moins d'eau possible alors qu'on fait des cosmétiques, donc on utilise beaucoup d'eau dans l'industrie de la cosmétique. Et puis un gros travail sur la logistique, la chaîne logistique, pour faire en sorte de plus du tout faire voyager nos produits en avion, uniquement en bateau, mais aussi d'aller encore plus loin. On a fait un premier transfert vers New York en grain de sail, en voilier. Alors, sur une petite quantité, et puis on est en train de penser à la suite. Donc vraiment, il y a un travail beaucoup plus radical, on va dire, sur notre impact immédiat. Mais en parallèle de ça, on travaille vraiment sur à quoi ça ressemblera de s'occuper des familles, de faire des soins pour les familles, de la naissance au grand âge, parce qu'on a aussi des produits au-delà de Mustela, on a des produits contre l'arthrose, dans 20 ans. Ça ressemblera sûrement pas à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc, on a vraiment ce devoir finalement de travailler en parallèle la réduction massive de nos impacts négatifs et en même temps, à quoi ressemblera le monde et donc notre business dans un monde avec beaucoup moins de ressources. Et peut-être aussi avec beaucoup moins d'État. C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, subventionne énormément de choses en France. Il y a les PMI qui s'occupent de vacciner vos enfants, etc. Mais finalement, est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il ne va pas y avoir une paupérisation assez forte des États dans lesquels aujourd'hui on est implanté ? On est implanté dans plus de 100 pays avec Mustela. Est-ce que notre rôle va être aussi peut-être d'accompagner un peu plus la parentalité sur des choses plus larges, comme la dépression postpartum, comme l'habillement de l'enfant, enfin voilà. Donc on est en train d'explorer finalement des business bien différents, avec des notions de circularité, et pour être en capacité d'ici 20 ou 30 ans, effectivement, d'avoir un business qui est peut-être très différent de celui qu'on a aujourd'hui, qui est un business d'extraction végétale et de fabrication de produits. Et comment est-ce que vous mobilisez les équipes ? Et j'imagine qu'il y a des résistances à surmonter. Ouais, alors pas tant de résistance. Je pense que ce qu'on a beaucoup appris grâce à toi, Eric, ça a été, et à tes équipes, ça a été de sensibiliser. On ne peut pas faire admettre finalement un changement radical de feuille de route tant qu'on ne s'est pas assuré qu'on parle le même langage avec tous nos salariés. Donc il y a eu un premier travail qui a été fait la première année, juste après la CEC, où on a formé nos équipes aux enjeux des limites planétaires, notamment avec la fresque du climat, mais il y a plein d'autres outils qu'on a utilisés. Et c'est quand même 1200 personnes qui ont été formées sur 6-8 mois. Donc ça a été quand même assez rapide. Et ce qui était génial, c'est qu'on a vraiment pu avoir cette conversation avec tout le monde, c'est-à-dire de logisticien à l'ouvrier de l'usine, en passant par le chef de produit chinois. Et d'un coup, vous vous rendez compte que la compréhension des enjeux n'est pas du tout la même en fonction des cultures et des pays. Donc il faut prendre le temps de cette discussion. Globalement, vous leur mettez la tête dans le seau, parce que c'est quand même extrêmement déprimant de découvrir ça quand on le découvre complètement. Et même quand on savait un peu, en fait, on savait rien. Et puis, après ça, il a fallu très vite proposer le plan. Parce que tu peux pas démobiliser les gens comme ça en leur disant « ça va être la merde » si tu n'as pas une idée de ce qu'on va se mettre à faire. Et donc, il y a eu un travail de présentation de notre feuille de route. Et il se trouve que cette feuille de route, on l'avait co-construite avec 120 salariés. Donc, en plus, elle était quand même déjà bien imprégnée de l'état d'esprit des équipes.
Et puis après ça, dernière étape hyper importante, quelques mois après, parce qu'il faut toujours laisser un peu de temps pour que ça digère, que ça infuse, il y a eu un travail, un atelier à la maille de chaque équipe, donc des petites équipes de 5-7 personnes, sur l'appropriation individuelle des objectifs de notre feuille de route. Et c'était vraiment l'idée, on devait ressortir de cet atelier qui durait 3h30 avec la réponse à la question « Quel est ton rôle personnel tous les jours ?» dans notre feuille de route. Et donc, chacun est ressorti avec sa petite pierre à l'édifice, mais du coup, avec un moteur hyper fort contre l'éco-anxiété qui est l'action, la mise en action. Donc ça a été la première année. Et en tant que leader, je pense que le comité de direction, on a réalisé qu'une fois que ça s'était fait, déjà, il y avait beaucoup moins d'inquiétude ou de... Même, il y avait une envie énorme, en fait, de se lancer à corps perdu dans ces sujets-là, avec, en revanche, un risque qu'on a identifié juste après, qui était le fait qu'ils allaient se cramer, en fait, parce que beaucoup de gens étaient tellement à fond dans le sujet qu'ils avaient du mal à prendre du recul et à se dire, je ne vais pas, avec mes petites épaules, sauver et l'entreprise, et le monde, et le futur de mes enfants à moi tout seul. Et donc, ça a été aussi un moment pour nous de dire, attendez, en fait, chaque chose en son temps, on va vous aider à prioriser et à un peu enlever aussi de ce poids-là. Et puis assez vite après, la question des infrastructures, des outils, des process s'est mis en branle, parce qu'il ne faut pas imaginer que ça se fait comme ça, c'est-à-dire que vous avez un plan de transformation, mais derrière, il faut aussi revoir tous nos processus et notre gouvernance. Donc là, on est en plein dedans, c'est sympa. Avec un peu de recul maintenant sur ce qui a été enclenché depuis au moins 2021-2022, c'est ça que tu disais, comme on s'intéresse beaucoup à la performance des entreprises qui s'engagent, comment est-ce qu'aujourd'hui le modèle économique résiste à ces fluctuations nécessaires, parce que vous avez sensibilisé, puis mobilisé les équipes qui avaient peut-être envie parfois d'aller trop vite, trop fort. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'échelle du groupe Expansion, c'est des activités, tu vois une stabilisation de la performance ? La performance du groupe, elle va plutôt bien en fait. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dans nos business actuels, qui ne sont pas donc des business régénératifs, que ce soit clair, on a réussi à intégrer la complexité de faire baisser notre impact négatif le plus possible. Tu vois, on a intégré la comptabilité carbone pour les voyages, pour le fret, tout ce qui est logistique, etc. C'est assez complexe. Finalement, ça ne désorganise pas du tout. Au contraire, ça permet aux gens d'avoir une boussole claire entre l'argent et le carbone. Et si on avait continué à ne compter que l'argent tout en parlant de carbone dans des émissions comme celle-là, je pense que les équipes auraient senti une forme d'injonction paradoxale qui aurait posé problème. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'on a réussi à implémenter assez vite des tas de petites choses qui permettent vraiment de monitorer différemment. Mais notre business reste un business qui n'est pas à effet positif net, tu vois. C'est-à-dire que on continue à extraire des matières premières, à fabriquer des produits et à les envoyer un peu partout dans la planète. Alors certes, en faisant moins mal. Mais faire un peu moins mal, c'est quand même toujours faire mal. Donc ce business-là, il va très bien parce que j'ai un engagement des équipes très fort et que c'est pas vrai que quand tu cherches à être plus clean, t'es moins rentable. Aujourd'hui, on a des produits où, au contraire, on est allé chercher à simplifier les formules le plus possible pour mettre le moins de matière possible, le moins d'eau possible, etc. Et en fait, cette sobriété-là, elle est bonne à la fois pour la planète, elle est bonne pour la qualité et elle est aussi, parfois, en tout cas, bonne pour le portefeuille de l'entreprise. Donc, c'est pas systématiquement incompatible. Donc, aujourd'hui, on a des bons résultats, on est en croissance. Alors, je sais qu'aujourd'hui, la croissance, moi, la première, je la remets en question. Et ce qui est assez chouette, c'est que depuis 3 ans, notre croissance volumique est proche de 0 en Europe parce que la natalité baisse. Donc finalement, on substitue des produits pour les bébés par des produits pour la famille qui sont plutôt plus valorisés que les produits pour les bébés et du coup plus rentables. Donc de ce côté-là, ça va bien. Et dans les pays où on est encore en forte croissance volumique, la croissance de valeur est plus forte. Et c'est ça qu'on leur dit aujourd'hui. On leur dit, regardez, si vous faites progresser votre volume plus vite que la valeur, ça ne va pas dans le bon sens. Donc il faut vraiment changer cette boussole-là. Eric, quelles sont les meilleures pratiques que vous avez observées chez les entreprises qui réussissent à allier sobriété et rentabilité ? Moi, je pense que quand même un éclairage sur ce que vient de dire Sophie. Pour moi, j'ai travaillé assez longuement aux États-Unis et les Américains ont une expression qui parle beaucoup, qui est « walk the talk ». On a vraiment des dirigeants, des leaders dans ces dernières années, qui ont beaucoup parlé. On parle des sujets planète ou des sujets sociaux, et qui n'ont pas calé leur agenda et leurs priorités sur leur discours. Et moi j'ai évolué dans un grand groupe pendant longtemps, et ce décalage entre les intentions, qui est le talk,
et le woke, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait vraiment transformer dans l'entreprise, quelles sont les priorités, quel est le discours du dirigeant à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur, ce décalage, il devient insoutenable à un moment donné pour les employés. Donc là, quand on entend Sophie, elle a calé son agenda, son discours sur People, Profit, Planet. Il faut que les gens se sentent engagés dans l'entreprise, qu'il y ait une pérennité économique et qu'on se remette dans les limites planétaires. Et ça se sent. Son agenda le montre et cette sincérité, cet alignement est ressenti par toutes les équipes. Et donc là, ça donne beaucoup de puissance au collectif. Et en fait, il y a des résultats qui viennent, des résultats économiques qui viennent simplement parce que tout le monde se rend compte qu'il y a un projet qui fait du sens et on est aligné vers ce projet-là. Et on a envie que l'entreprise réussisse. C'est pas seulement on vient de 9h à 17h et puis on rentre chez soi. Ça devient vraiment un projet d'entreprise. Et donc voilà, c'est peut-être ça qui se dégagerait, cette authenticité à l'ordre 1 chez les dirigeants et dirigeantes qu'on voit évoluer dans la CEC et qui sont en train de transformer leur entreprise. Mathieu, un petit mot sur ce qui vient d'être dit. Pardon, je réfléchissais à autre chose. Ah non. J'ai une autre réponse. Elle est Vas-y, bien, ton si on peut aussi partir sur autre chose s'il y avait une pensée... Je réfléchissais chez Ticket for Change à la prise de décision en fait par rapport à différents piliers en même temps et le modèle qu'on a construit autour de l'impact, le modèle économique et la manière d'engager les équipes et qui rebondissent sur les nouvelles boussoles qui sont à la fois l'argent parce que c'est ce qui fait tourner l'entreprise et le carbone et donc qui amène des nouvelles boussoles et nous on a toujours fonctionné avec ce triptyque là qui permet toutes les décisions sont prises à l'aune de ces 3 critères, de ces 3 dimensions, et toute décision doit prendre en compte l'impact, le modèle économique et la capacité des équipes, mais il n'y en a jamais une qui est maximisée aux dépens des autres. Et c'est cet équilibrage fin en continu qui permet en fait de piloter et de chercher cette pérennité sur le long terme versus maximiser une dimension comme on fait traditionnellement assez souvent, mais aux dépens d'autres dimensions. Donc je pense qu'en fait le sujet c'est aussi quelles sont les nouvelles boussoles en fait de décision au moment où je pense que le rôle du leadership c'est aussi de proposer des nouvelles boussoles de décision à un moment où évidemment la performance de l'entreprise économique est absolument essentielle pour sa pérennité, mais il faut prendre d'autres enjeux en compte et c'est assez complexe. Et pour ne pas tomber dans les injonctions paradoxales, il faut créer des nouveaux modèles. Oui, là, tu vois, les équipes du marketing des 2 activités. Donc, moi, j'ai 2 leaders au sein des activités. Une qui est Florence Pain, qui travaille sur tout ce qui est bien vieillir. Donc, elle bosse notamment sur une nouvelle marque qu'on vient de lancer là, qui s'appelle Yana et qui fait à la fois des topiques et des compléments alimentaires pour les articulations douloureuses, etc. Et de l'autre côté, Marguerite Laborde, que tu connais bien, Eric, parce qu'elle a travaillé notamment à la CEC, d'abord comme bénévole, et là, elle est leader pour les nouveaux récits, donc une CEC sectorielle. Et en fait, ces 2-là, elles se sont retrouvées à un moment en disant « mais on ne peut pas en fait, continuer à faire du marketing comme on faisait avant, ça ne peut pas fonctionner ». Vu notre mission, vu ce qu'on s'est donné comme objectif. Et donc, elles ont toutes seules, elles ont un peu demandé l'autorisation, mais vaguement. Bon, après, elles savent qu'avec moi, c'est pas forcément le sujet. Mais toutes seules, avec leurs équipes, elles se sont dit, on va travailler pendant 1 an et demi en chambre sur ce que c'est la nouvelle définition du marketing chez Expansience. Et elles sont arrivées avec leurs équipes, donc c'est une 50aine de personnes quand même, qui ont travaillé sur une scorecard, donc une espèce de roue, dans laquelle elles ont choisi de mettre plein de définitions différentes et qui vont leur permettre de savoir si un produit a un score suffisamment pour être poussé en investissement, s'il existe déjà dans notre portefeuille, ou même se dire est-ce qu'on le lance ou est-ce qu'on ne le lance pas. Et en fait, ce qu'elles ont rajouté par rapport à ce qu'on regarde d'habitude, qui est en gros la marge brute du produit ou sa contribution opérationnelle, et puis son potentiel de marché via un test consommateur, c'est à peu près comme ça que fonctionnait le marketing à l'ancienne, là, elles se sont dit non, on va rajouter à ça l'utilité du produit qu'on lance. Et même si le consommateur est persuadé que c'est super utile, en vrai, on va quand même vérifier que ça l'est. Et je te donne un exemple. Au Brésil, il y a plein de consommateurs, de parents qui demandent à acheter des soins pour le cordon ombilical. Le cordon ombilical, il n'y a rien à poser dessus, en fait. Quand l'enfant naît, il faut attendre tu mets de la biceptine ou un désinfectant, puis après, tu attends que ça sèche et ça tombe. Et en fait, plein de parents se trouvent un peu démunis juste après la naissance et la sortie de l'hôpital et ils disent « Ah, mais il faut mettre un truc, là, c'est moche ce truc, c'est pas normal, qu'est-ce qu'on fait ?» Une spécificité brésilienne. Disons qu'au Brésil, certaines marques se sont mis à lancer des produits
pour ça. Ok. Et donc, évidemment, les équipes brésiliennes me disent, bah tiens, on pourrait lancer un produit pour le cordon. Mustela, c'est sûr, ça va marcher, tu vois. Oui, ça va marcher, mais on ne va pas le lancer parce qu'on a demandé aux pros de santé qui nous ont dit, mais ça sert à rien du tout. Donc, il y a l'utilité perçue par le consommateur et il y a l'utilité réelle. C'est pas toujours évident, hein, parfois. Les lingettes, par exemple, qu'on a décidé d'arrêter complètement en 2027, c'est des produits qui sont foncièrement très commode, très pratique pour les consommateurs. Et je pense que si toi, tu avais des enfants il n'y a pas longtemps, objectivement, ne plus avoir de lingettes jetables, c'est un peu un enfer pour les parents. Pour autant... Je ne me positionnerai pas. Voilà. Mais pour autant, il y a quand même des solutions différentes, un peu plus chiantes, j'avoue, mais tu peux te débrouiller sans. Ou au moins, déjà, faire ce geste d'exagération, de renoncer à cette catégorie et de ne faire que des lingettes lavables. C'est quoi l'objectif? C'est que nos consommateurs se disent, bah, peut-être je vais en utiliser, mais moins qu'avant, exclusivement quand je suis en voyage. Et donc, ça devient en fait un usage très occasionnel. Et du coup, ça peut faire baisser de manière massive le marché de la lingette, y compris chez nos concurrents, quoi. Je trouve que dans ce qu'évoquait Mathieu et le rebond de Sophie, tu parlais de boussole, en fait, se pose évidemment la question des indicateurs de pilotage qu'un leader, que des leaders peuvent utiliser pour faire advenir d'autres modèles d'affaires. Je pense que tu as indirectement touché ça du doigt et ça m'a fait penser à un indicateur que nous commençons à utiliser qui est de corréler directement le bilan carbone au chiffre d'affaires. Quelle est l'intensité carbone de notre chiffre d'affaires? J'y pense parce que c'est souvent les meilleures idées sont les plus simples et c'est difficile de faire simple quand on parle de multidimensionnel comme on fait là entre le social, l'économique, l'environnemental. Est-ce que vous pensez à d'autres exemples de façons de piloter, notamment par des indicateurs ou des boussoles, alors c'est peut-être des grilles de décision qui aident à simplifier une pensée hyper complexe parce que quand on veut conduire le changement, embarquer les équipes, là ça commence à se corser en général. Nous, on est en train plutôt de se donner comme objectif d'avoir des dashboards simples, au sens simple, peu de chiffres, mais quelques chiffres clés et qu'il faudrait qu'on soit capable de suivre chaque mois. C'est-à-dire que quand on donne des nouvelles à l'entreprise de comment va l'entreprise, il faut qu'on soit très cohérent et qu'on ne parle pas que de financier. Donc ça veut dire on est en train de regarder comment on va pouvoir peut-être l'année prochaine mensualiser le bilan carbone parce qu'on va l'automatiser de plus en plus chez Expansiance, donc pour être en capacité, même si c'est flou, même s'il y a 40% de marge d'erreur dans un bilan carbone, pouvoir donner des nouvelles. En fait, nous là pour l'instant, les gens ils attendent, ils sont suspendus au mois de mars chaque année pour savoir si le bilan carbone il a été en réduction ou pas, selon la trajectoire SBTI qu'on s'est fixée ou pas. Et ce qui est assez sympa, c'est que l'année dernière, par exemple, on était un peu en retard par rapport à notre budget, mais on était vachement meilleur sur le carbone. Et du coup, les primes des salariés ont été compensées. Elles étaient négatives sur l'aspect business à cause de la Chine. Mais de l'autre côté, le bilan carbone ayant été super bon, du coup, on a pu compenser. Donc, arriver à avoir mensuellement un dashboard qui te donne finalement... ton sell-in, les écoulements dans tes points de vente et puis où t'en es du carbone. Sur la biodiversité, on n'est pas encore au point. Il faudra attendre un peu parce que c'est l'état de la science, c'est pas encore... Mais on pourra faire la même chose en fait. Mais bon, si... Ah oui, non. Pardon, si effectivement on a envie d'avoir des indicateurs qui vont plus loin que simplement les indicateurs financiers, si on a un à retenir, il me semble, pour un leader, c'est le taux d'engagement des équipes. Je prends un exemple, on a aussi une entreprise qui a fait la CEC qui s'appelle Renault Trucks. Christophe Martin, le directeur général, a pris position aussi, comme Sophie à un certain moment, pour dire on doit sortir de la logique volumique. Donc il a annoncé aussi à son entreprise qui s'appelle Volvo Trucks, qui fait 40 milliards, on veut vendre moins de camions neufs. Donc ça a créé de la perturbation quand même chez son staff. Mais finalement, la profitabilité s'est maintenue, même s'il y a moins de chiffre d'affaires de camions neufs. Et le taux d'engagement qu'il a sur son projet d'entreprise, il est 15 points supérieur à le deuxième meilleur pays chez Volvo Trucks. Donc en fait, il y a un projet d'entreprise et là, il dit, en fait, c'est le plus important pour moi. Je sens qu'il y a de l'énergie dans les équipes. Donc à l'ordre 1, ça va vraiment donner des indications sur le futur. Mathieu, oui, indicateur phare. En rebond sur ce qui est dit... Pour moi, on est dans cette période de foisonnement, en fait, où les leaders, les entreprises cherchent des nouvelles manières de piloter la valeur, la performance. Et du coup, c'est excitant, en fait, d'être dans cette période-là où plein de choses se passent et on sait qu'il faut faire différemment. Et puis, on est dans cette recherche extraordinaire où plein d'entreprises testent des choses et on est en train d'apprendre et de partager les apprentissages. Les difficultés, c'est que c'est plus simple de maximiser une seule dimension et surtout quand c'est des euros. Et quand on touche à du social, de l'environnemental et notamment des choses qu'on a du mal
à quantifier comme la biodiversité, quantifier, qualifier, c'est beaucoup plus complexe. Donc les clés, je pense, c'est penser complexe et faire simple, ou le plus simple possible, mais sans être simpliste. Et surtout, que ce soit à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit pas que dans une équipe, mais du conseil d'administration jusqu'à dans l'usine, à tous les niveaux, que ces boussoles-là, elles soient le plus diffusées et que de plus en plus de personnes, les collaborateurs, se sentent engagés autour de ça et se mettent en mouvement, leur donner du pouvoir d'agir. Donc c'est ça les clés, et je pense que c'est en train d'advenir, mais on a besoin des exemples, d'apprendre de ces exemples, de partager les expériences. C'est ça qui se joue. Et puis, vas-y, Sophie. Allez-y, Non, il y a un truc qu'on a fait qui était hyper intéressant l'année dernière. On ne fait pas encore de comptabilité en triple capital complète, c'est complexe. En revanche, on le fait sur nos investissements. Donc ça veut dire qu'au moment où on doit décider d'investir ou pas dans une nouvelle machine, une nouvelle chaudière ou une boucle justement qui permet de réduire la consommation d'eau à l'usine, on va regarder, on va mettre un prix au carbone, assez classiquement, et on va se dire, si je change cette chaudière, je vais baisser 77% mes émissions de gaz à effet de serre à l'usine. Ça va me baisser un peu ma facturation aussi, parce que je ne serai pas en danger avec le gaz russe ou des choses comme ça, tu vois, si je prends une chaudière biomasse. Mais pour autant, par exemple, sur l'eau, on s'était rendu compte que ça coûtait très cher, ça coûtait quelques millions d'euros de travailler sur notre consommation d'eau, et l'eau, en France, coûte rien. Ou très peu. Donc, on avait un rendement sur cet investissement à 19 ans. Ce qui est difficilement acceptable pour une entreprise de notre taille qui ne fait pas des centrales nucléaires. Donc, du coup, on avait un problème sur le ROI de cet investissement. Et on s'est inspiré, pour le coup, donc, de la comptabilité en triple capital, qui était de regarder le risque, en fait. Et maintenant, avec la CSRD, je pense que toutes les boîtes vont le faire, mais le risque qu'on a en Eure-et-Loire, c'est qu'il y ait une diminution de 20 à 30% des débits des cours d'eau. Pas cette année. Pas cette année. Alors oui, tout le monde me sort, pas cette année. Oui, d'accord. Ok, il pleut beaucoup cette année, mais ça ne devrait pas être tout le temps comme ça. Et puis quand il pleut, en fait, maintenant, c'est pas qu'il pleut un peu, c'est qu'il y a des inondations partout. Donc de toute façon, c'est le bazar. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 3 derniers étés, effectivement, en dehors de cet été-là, la préfecture d'Eure-et-Loire a menacé de fermeture notre usine et plein d'autres usines autour de nous. Et elle a effectivement fermé jusqu'à 25 jours certaines usines. Enfin, elle a coupé l'eau pour certaines usines pendant 25 jours l'été. Ce qui veut dire un arrêt complet de la production pendant 1 mois. Donc là, on parle en millions d'euros d'impact. Et du coup, on s'est dit, OK, si on imagine que dans les années qui viennent, on a ne serait-ce que 3 ou 4 jours de coupe par été, c'est combien, etc. Et en fait, notre ROI est retombé à 7 ans, assez classiquement. Donc, c'est assez chouette d'utiliser cet outil-là, de se dire, je comptabilise en euros les risques à ne pas faire un investissement. Et là, ça vous donne des bonnes billes. Eric, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous vouliez réagir ? Non, je voulais réagir sur les questions qui se posent sur le leader aujourd'hui, quelle boussole. Enfin, on n'a pas trouvé toutes les réponses. On est dans un moment aussi entre 2 paradigmes. Et moi, je me pose beaucoup de questions sur entre horizontalité, donc motiver les équipes, et verticalité, savoir prendre des décisions. Comment faire ces arbitrages. Et on attend du leader aussi qu'il sache prendre des décisions. Et parfois, c'est mal perçu par les équipes. Donc là, on n'est pas forcément au bout de définir le bon modèle. Et c'est le mot de la fin. On passe à notre dernière séquence, c'est le goût de Touno. Et c'est bientôt la fin de cette émission. Il nous reste un peu de temps pour mettre en lumière un outil déterminant. Thomas, tu nous parles du livre Leadership sans ego. Et oui, et d'ailleurs, je l'ai amené. Alors, il a un peu vécu ce livre, je l'ai depuis un paquet d'années. Leadership sans ego, c'est pour moi une bible pour entreprendre et être un leader différemment au service d'entreprises plus vertueuses, plus justes, qui embarquent leurs équipes, qui essaient de trouver le juste équilibre entre verticalité et horizontalité, qui font preuve d'élasticité, pour reprendre le mot de Sophie. Ce livre, il a été coécrit par un sociologue qui s'appelle Isaac Getz et qui l'a réalisé avec un entrepreneur américain qui a eu, je crois, 8 entreprises dans sa vie, aux États-Unis, mais pas que, aussi en Asie notamment, et qui ont du coup une double lecture très intéressante de ce que doit être un nouveau type de leadership en s'appuyant sur des mots-clés. C'est un livre extrêmement pragmatique, c'est en ce sens que pour moi il a été une véritable bible à l'époque où je me questionnais sur ce que pouvaient être les traits de caractère de nouvelles formes de leader. Et donc vous retrouvez un mot comme aussi simple que le mot réunion et
et on va vous expliquer à la fois en termes de comportement, en tant que dirigeant, ce que doit faire un dirigeant qui veut être un leader sans ego et qui libère ses équipes, et en même temps une analyse sociologique pour comprendre ce que cela peut avoir comme répercussion sur le fonctionnement des équipes. Il se lit très vite, la preuve c'est que Sophie l'a dévoré en l'espace d'un week-end, même si j'ai appris aujourd'hui qu'elle avait lu une série en je ne sais plus combien de dizaines de tomes. 100 tomes. 100 tomes, voilà, mais il se lit extrêmement bien, la preuve, et Sophie va en dire un petit mot, je crois. Ouais, je mets mes lunettes parce que je suis un peu bigleuse. Moi, j'ai noté quelques idées qui m'ont bien plu, effectivement. Donc, dans l'abécédaire en question, on parle de chef versus leader. La différence entre un chef et un leader, finalement, le leader, c'est celui qui donne envie de suivre, d'être suivi. Le chef, c'est celui qui va imposer finalement sa décision. Et j'ai trouvé intéressant qu'ils disent, mais en fait, c'est pas parce que vous êtes DG d'une entreprise ou président ou actionnaire que vous êtes le leader. Et à l'inverse, vous pouvez être un contremaître à l'usine et être un leader si vous donnez envie d'être suivi et vous donnez l'exemple à vos équipes. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. La notion de décision aussi est assez traitée dans plein d'articles différents et notamment autour de la subsidiarité. Donc c'est vraiment cette idée de faire redescendre la décision au bon endroit. Et je trouve moi j'adore l'idée de subsidiarité, mais lui il l'exprime très bien en disant finalement quand on fait remonter la décision jusqu'en haut de l'entreprise, on demande à un seul cerveau de prendre des milliers de décisions. Alors que quand on fait descendre la décision, il y a une seule décision et il y a 8000 cerveaux, parce qu'il parle d'une entreprise où ils sont 8000, il y a 8000 cerveaux qui peuvent éventuellement donner de leur jus de cerveau pour prendre la bonne décision. Donc c'est vraiment cette idée de dire finalement pourquoi faire de l'escalade en permanence sur les décisions, c'est plutôt non fonctionnant et pas du tout motivant. Après, il parlait de l'erreur. Ça fait partie des sujets de changement de culture qu'on a mis en place chez Expanscience, où on dit il faut donner le droit à l'erreur aux équipes, parce que l'erreur, c'est généralement le meilleur endroit pour apprendre. C'est pas quand tu fais un succès que tu apprends le mieux. En général, quand tu fais un succès, tu réfléchis à la suite, tu avances, etc. Mais tu n'es pas en train de te dire « Ah oui, là, je vais noter, c'était vraiment super ». Alors que moi, j'ai été dans une entreprise pendant un grand groupe aussi, pas le même qu'Eric, mais pendant des années, on mettait nos échecs sous le tapis et on ne parlait que de best practices. Et en fait, à un moment, maintenant, dans l'entreprise, on est en train de mettre en place des worst practices, c'est-à-dire on demande aux gens de partager leurs pires échecs, parce que c'est souvent comme ça qu'on va éviter que cette mauvaise idée soit reproduite. Et même quand on fait de l'expérimentation sur des nouveaux modèles, on a 1000 possibilités de chemin. Et se planter sur un des chemins, pour moi, c'est une victoire parce qu'on peut fermer une porte. On dit, OK, ça c'est bon, on va jamais la rouvrir, c'était une erreur, il faudra plus le refaire. Ça permet au moins de commencer à faire le choix, à faire le tri. Donc ça, c'est très, très intéressant. L'IDIO aussi, il y a un article sur IDIO. En gros, c'est l'idée de dire que quand on est un micromanager, on fabrique des idiots. Parce qu'on prend les gens pour des idiots et globalement, on les rend idiots parce qu'on les micromanage. Il prête une énorme attention à la culture et il dit le leader, finalement, son rôle, c'est surtout de mettre en place une culture et de faire en sorte que son projet lui survive et qu'il soit totalement inutile. Donc lui, il va très loin en disant que finalement, dès que la culture est bien mise en place, il peut partir en vacances et il ne fait plus rien. Donc il est dans la caricature, mais au fond, il y a un peu de ça, cette idée de dire il faut que je sois là tout le temps, sinon mon entreprise va mal. C'est qu'en général, vous faites mal les choses en tant que leader. Et puis, je termine par le dernier parce qu'il est trop drôle. Ça s'appelle « Remets tes tongs ». Et donc là, c'est un article qui dit globalement, faut jamais oublier que même un leader, il doit prendre des pauses, prendre des week-ends, se reposer, se ressourcer et donc remettre ses tongs tous les week-ends et arrêter de répondre aux emails. Merci, c'est très concret. On veut du concret ici, on ne peut pas faire promis. Plus concret. Les gens repartent avec plein de trucs et astuces. Donc, merci Sophie Robert-Veul, directrice générale des laboratoires Expanscience, pas du tout directrice des activités d'Expanscience. Éric Duverger, fondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Mathieu Dardaillon, fondateur de Ticket for Change. Et puis merci à toi, bien sûr, Thomas Brezard, directeur permanent entreprise de Norcis, également coprésident du mouvement Bicorp en France. Merci à vous de nous avoir suivis sur Be Smart for Change. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro.